Ma sœur a découvert l'existence de mon premier appartement, et elle y a fait irruption avec mes parents pendant que j'étais au travail. Ils ont décidé que je devais la laisser s'installer, parce que j'avais de l'espace en plus. Je suis rentré chez moi, pour la trouver en train de faire la fête avec son petit ami. Ma petite sœur, Émilie, 30 ans, vient de tenter quelque chose de si étrange que moi, à 34 ans, je n'arrive pas à y croire. Avant d'entrer dans les détails de ce qui s'est passé la semaine dernière, je dois clarifier notre passé, afin que son acte prenne tout son sens. Émilie et moi avons grandi dans ce qui semblait être, de l'extérieur, un foyer ordinaire. Nos parents possédaient ensemble un modeste cabinet d'expertise comptable, et ils étaient bien connus dans notre quartier. Mais à l'intérieur de notre maison, les choses étaient bien différentes. Émilie est née quand j'avais 4 ans, et la dynamique a changé immédiatement. Je suis passé du centre de l'attention à un simple bruit de fond. Émilie avait droit à des cours de piano, des cours de peinture, et un nouveau vélo tous les 2 ans. Moi, je recevais les vieux vêtements de mes cousins, et on me disait d'en être reconnaissant. Lorsqu'elle a décidé de fréquenter une école privée en 3e, ils ont réussi à rassembler l'argent nécessaire. Quand j'ai demandé à mon père de m'inscrire à un programme d'ingénierie d'été au lycée, il a déclaré que nous ne pouvions pas nous permettre de dépenses supplémentaires. Émilie est partie à Paris en voyage de classe pendant sa première. De mon côté, j'ai travaillé dans un supermarché, pour économiser suffisamment afin de m'acheter une voiture d'occasion. La tendance s'est maintenue jusqu'à l'âge adulte. Émilie a fréquenté un établissement privé, où nos parents ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité et de son loyer. Moi, j'ai fréquenté un collège communautaire, et j'ai travaillé de nuit dans un entrepôt, pour financer mes études. Elle a obtenu un diplôme en marketing, et est rentrée à la maison. C'était il y a 5 ans. Elle vit toujours chez nos parents sans payer le moindre loyer, et n'a jamais travaillé plus de 4 mois d'affilée. Elle a toujours une excuse toute prête. Le patron était trop dur. Le temps de trajet était excessivement long. Ses compétences étaient insuffisantes pour la tâche demandée. Notre mère la soutenait constamment, affirmant qu'Émilie était encore en train de chercher sa voie. Il y a 3 ans, Émilie a commencé à sortir avec Luc, un homme de 29 ans. Il s'est installé chez nos parents après 6 mois de relation. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie qui a coûté plus cher que toute mon éducation universitaire réunie. Luc travaille dans le support informatique, et gagne assez bien sa vie, tandis qu'Émilie continue de refuser de travailler. Ils ont souvent parlé de prendre leur propre appartement, mais n'ont jamais rien fait pour concrétiser ce projet. La maison de nos parents est un petit plain-pied de 3 chambres, et avec 4 personnes y vivant, l'espace est devenu restreint. Émilie se plaignait continuellement du manque de place, mais elle n'a jamais fait d'efforts concrets pour remédier au problème. J'ai quitté la maison à 20 ans. Je partageais une chambre dans une maison avec 3 autres gars, et j'avais 2 emplois pour subvenir à mes besoins. Mes parents ne m'ont pas proposé leur aide, et je ne l'ai pas demandé. Nous nous voyions pendant les fêtes importantes, ce qui m'allait très bien. Moins je passais de temps à gérer les plaintes continuelles d'Émilie et les justifications de nos parents à son égard, mieux je me portais. En mars 2020, tout s'est effondré pour moi. Le restaurant où je travaillais comme cuisinier à la chaîne a fermé définitivement. 3 semaines plus tard, l'entrepôt m'a licencié, parce que les commandes s'étaient taries. Mon colocataire a perdu son emploi à peu près au même moment. Nous ne pouvions plus payer le loyer de notre appartement de 2 chambres. Il est retourné dans sa ville natale. De mon côté, j'ai vendu la majorité de mes meubles, ainsi que tout ce dont je pouvais me séparer. J'avais mon vieux Chevy Silverado, que j'avais acheté d'occasion il y a des années, et j'ai trouvé quelqu'un qui vendait une cellule de camping-car amovible pour 800 €. Elle nécessitait des réparations importantes, mais sa structure était saine. Je l'ai installée moi-même, sur le parking d'une épicerie. J'ai téléphoné à mes parents, et je leur ai demandé si je pouvais garer temporairement le camping-car dans leur allée, le temps de chercher un emploi et d'économiser pour un nouvel appartement. Mon père a répondu que l'allée était remplie par leurs véhicules, la voiture d'Émilie, et le camion de Luc. Ma mère a déclaré qu'il n'avait pas de place pour moi. Quand j'ai expliqué que je resterais dans l'allée, dans mon camping-car, et non dans leur maison, mon père a dit que je pouvais rester, à condition de payer 1 500 € par mois. J'étais au chômage, et j'essayais d'économiser le moindre centime. Je leur ai dit que je n'en avais pas les moyens. Dans ces conditions, mon père m'a conseillé d'envisager d'autres options. Il a également fait remarquer que le camping-car serait inesthétique, garé devant leur maison. Émilie s'est approchée de la porte,
et a ricané en apercevant le camping-car. Elle m'a demandé si j'avais vraiment l'intention de vivre dans cet engin, comme un sans-abri. Luc est également sorti, et a pris des photos avec son téléphone. Il a marmonné quelque chose sur le fait que c'était trop beau pour ne pas être partagé. Je suis parti, et j'ai passé la première nuit sur le parking d'un centre commercial. Je n'arrivais pas à dormir, car j'entendais sans cesse des bruits à l'extérieur, et j'avais peur que quelqu'un ne s'introduise dans mon camion ou ne le remorque. Au cours des quelques semaines suivantes, j'ai établi une routine. Le stationnement de jour, près des bibliothèques publiques, se passait généralement bien. De même, certaines épiceries ne se souciaient pas du fait que l'on passe la nuit dans un coin éloigné de leur parking. On m'a ordonné de me déplacer plus de fois que je ne saurais le compter. Quelqu'un a un jour prétendu faire partie de l'association de quartier, et a menacé d'appeler la police, malgré le fait que j'étais garé dans une rue publique, au sein d'une zone commerciale. Je me suis déplacé, pour éviter les ennuis. J'avais une petite batterie externe qui pouvait alimenter une lampe et charger mon téléphone, mais elle ne durait pas longtemps. J'ai commencé à transporter une longue rallonge, pour me brancher sur les prises extérieures des bâtiments pendant la nuit, quand il n'y avait personne. J'utilisais les toilettes publiques, ainsi que la salle de sport Planet Fitness pour me doucher. Je passais mes journées à chercher du travail, à lire des livres de la bibliothèque, et à regarder de vieux DVD sur un lecteur portable que j'avais depuis le lycée. Après 4 mois de galère, j'ai été embauché dans une petite usine de fabrication, située dans une ville à environ 40 minutes de l'endroit où j'étais garé. Le travail consistait à faire fonctionner des machines au niveau débutant, mais c'était un emploi à temps plein, avec des avantages sociaux. Mon nouveau patron s'appelait Tom, et il possédait l'entreprise avec son frère. L'usine disposait d'un vieux parking à l'arrière, qui n'était plus utilisé. Tom a remarqué que j'arrivais 1 heure avant mon service, et que je restais tard presque tous les jours. Il m'a demandé où j'habitais, et je lui ai parlé de mon camping-car. Il m'a dit que je pouvais le garer définitivement sur le parking arrière, si je le souhaitais. Il m'a permis de tirer une ligne électrique depuis le bâtiment, et m'a offert l'accès à un évier utilitaire dans les toilettes. En échange, j'ai promis de consacrer quelques heures le dimanche à des tâches d'entretien. C'était la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des mois. Je suis devenu ami avec Francis, le vigile de nuit, et il nous arrivait parfois de dîner ensemble, lorsque nos horaires coïncidaient. J'ai travaillé chaque heure supplémentaire qu'il me proposait. J'ai appris à utiliser diverses machines, et j'ai assumé des responsabilités supplémentaires. Au bout d'1 an, Tom m'a promu chef d'équipe. Au début de cette année, j'avais de nouveau été promu, cette fois comme superviseur de production. Mes revenus étaient devenus supérieurs à ce que je gagnais avant l'épidémie, en cumulant mes 2 emplois précédents. J'ai commencé à épargner sérieusement. J'ai continué à vivre dans le camping-car, car je n'avais ni loyer ni charge à payer. J'ai ainsi économisé plus de la moitié de mes revenus. En juin, j'avais réuni assez d'argent pour verser un acompte. J'ai trouvé un petit appartement de 2 chambres, situé dans un vieil immeuble proche du travail. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. J'ai signé le bail, et j'ai emménagé à la mi-juillet. Je n'ai pas informé ma famille sur le champ. De toute façon, nous ne communiquions pas fréquemment. J'ai renouvelé mon permis de conduire avec ma nouvelle adresse, et j'ai passé le mois d'août à acheter lentement des meubles, pour m'installer. J'ai gardé les choses simples, étant donné que je m'étais habitué à vivre avec peu. Début septembre, ma tante Grace m'a appelé. C'est la petite sœur de ma mère, et l'une des rares parentes avec qui je sois resté en contact, au fil des ans. Elle m'a expliqué avoir appris par ma famille que j'avais pris un nouvel appartement, et elle souhaitait me féliciter. Je l'ai remerciée, et je lui ai demandé comment elle l'avait appris. Elle m'a répondu qu'Émilie avait écrit sur Facebook que j'avais obtenu un appartement, et que je m'en sortais très bien maintenant. J'ai trouvé cela inhabituel, car Émilie et moi ne nous parlions plus, mais je n'y ai pas prêté plus d'attention. Une semaine plus tard, ma cousine Sophia m'a envoyé un message pour me demander ma nouvelle adresse, afin de pouvoir m'envoyer un cadeau de pendaison de crémaillère. Je la lui ai donnée, et je l'ai remerciée. Elle m'a dit qu'elle avait remarqué les publications d'Émilie au sujet de mon nouveau logement, et qu'elle était soulagée de voir que ma situation s'était améliorée. Je suis devenu curieux, et j'ai consulté Facebook pour la première fois depuis des mois. J'ai découvert qu'Émilie avait écrit de nombreuses publications à mon sujet, au cours des 2 dernières semaines. Elle avait raconté à quel point son frère avait lutté, mais avait persévéré, pour finalement obtenir un merveilleux appartement. Elle faisait croire qu'elle m'avait soutenu tout au long de cette épreuve.
plusieurs membres de la famille avaient réagi, la remerciant d'être une si gentille sœur. Je n'ai pas rétabli la vérité publiquement, mais j'ai trouvé cela vraiment étrange. Un mardi matin, il y a 3 semaines de cela, je suis parti travailler vers 6h30. Comme d'habitude, j'ai fait mon service normal, et je suis resté tard pour former un nouvel opérateur sur l'une des machines. Je suis rentré chez moi vers 19h, ce soir-là. En arrivant sur le parking, j'ai remarqué le véhicule de Luc, garé sur une place visiteur près de la porte de l'immeuble. Je me suis avancé vers ma porte, qui était maintenue ouverte par un cale-porte. J'ai entendu des voix à l'intérieur. Je suis entré, et j'ai vu Émilie dans mon salon, en train de dire à Luc et à notre père où placer les cartons. Il y avait des sacs et des boîtes entassées contre le mur. La porte de ma chambre était ouverte, et j'ai vu que quelqu'un avait mis des couvertures sur le lit. Émilie se tenait au milieu de la pièce, tenant son téléphone et prenant des photos. Lorsqu'elle m'a aperçu, elle a souri, et m'a dit qu'ils attendaient que je rentre à la maison. Elle a prétendu qu'ils voulaient me faire une surprise. J'ai demandé ce qui se passait. Émilie a déclaré qu'elle et Luc emménageaient. Elle a dit que l'appartement comptait 2 chambres, et comme je n'en utilisais qu'une, il était tout à fait logique qu'ils utilisent l'autre. Elle a affirmé qu'ils paieraient mon loyer, mais quand je lui ai demandé combien, elle a répondu 300 € par mois. Le loyer de mon appartement était en réalité de 2000 € par mois. Je l'ai informé que cela n'allait pas se produire, et qu'il devait partir. L'expression d'Émilie a changé instantanément. Elle a dit que j'étais déraisonnable. Elle a ajouté que les membres d'une famille s'entraidaient, et que j'avais vécu dans mon camping-car pendant près d'1 an pour faire des économies, insinuant par là que je ne me souciais guère du luxe. Elle s'est plainte qu'ils avaient été à l'étroit chez nos parents, et que le moment était venu pour moi de faire un geste gentil pour elle. Luc est intervenu pour dire qu'ils avaient déjà commencé à emménager leurs affaires et à déballer, donc qu'il était logique de les laisser rester. Je me suis demandé comment ils étaient entrés dans mon appartement, pour commencer. Mon père m'a expliqué qu'il avait toujours des contacts avec des serruriers locaux, par le biais de son entreprise, et qu'il avait demandé à l'un d'eux de venir cet après-midi-là. J'ai regardé la porte, et j'ai remarqué qu'ils avaient remplacé la serrure. Le mécanisme de la serrure d'origine était posé sur un carton à proximité, et portait des marques d'outils. Je les ai informés qu'ils s'étaient introduits par effraction dans mon appartement, et avaient changé les serrures sans aucune autorisation. Je les ai sommés de commencer à remballer toutes leurs affaires, et de partir immédiatement. Émilie s'est mise à pleurer. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à croire que je sois aussi méchant, alors qu'elle avait dit à tout le monde à quel point elle était fière de moi. À ce moment-là, notre mère est sortie de la salle de bain du couloir. Je ne savais même pas qu'elle était présente. Elle m'a conseillé de me calmer, et de penser à la famille. Elle a souligné qu'Émilie et Luc avaient besoin d'un endroit où vivre, et que j'avais de la place, faisant de cette solution l'option la plus évidente. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai composé le numéro non urgent de la police. Émilie a cessé de pleurer sur le champ, et m'a demandé ce que je faisais. J'ai répondu que je signalais une effraction. Luc a affirmé que je réagissais de manière excessive. Mon père m'a conseillé de raccrocher, avant de faire quelque chose que je regretterais plus tard. Je n'ai pas raccroché. J'ai décrit le problème au répartiteur, et j'ai fourni mon adresse. On m'a annoncé qu'un agent serait là dans les 25 minutes. Émilie a attrapé son sac à main, et a déclaré qu'il devait partir. Luc a commencé à rassembler les caisses. Mon père m'a dit que je faisais une grave erreur, et que je regretterais d'avoir abandonné ma famille. Ma mère m'a averti que si j'allais jusqu'au bout de cette démarche, il ne voudrait plus rien avoir à faire avec moi. J'ai répondu, ça me convient parfaitement. Ils ont commencé à transporter leurs affaires vers le véhicule. Il leur a fallu environ 20 minutes pour tout charger. Ils étaient déjà partis au moment où les policiers sont arrivés. L'agent a pris ma déposition. Je lui ai montré mon bail, ainsi que ma pièce d'identité avec mon adresse actuelle. Je lui ai montré l'ancienne serrure, et j'ai bien insisté sur le fait que je n'avais donné la permission à personne d'entrer dans mon appartement, ni de remplacer les serrures. Je lui ai fourni les noms et adresses de mes parents, ainsi que ceux d'Émilie et de Luc. Il a dit qu'il rédigerait un rapport, et demanderait à quelqu'un du commissariat de faire le suivi. Il m'a vivement conseillé de remplacer les serrures immédiatement, car je n'avais aucun moyen de savoir s'ils avaient fait des doubles des nouvelles clés. J'ai téléphoné à un serrurier ce soir-là, et j'ai fait installer de nouvelles serrures le lendemain matin, juste avant de partir au travail. Cette nuit-là, j'ai reçu 17 textos de divers membres de la famille.
La majorité provenait de personnes que je connaissais à peine. Ils m'avertissaient de ne pas contacter la police, car cela jetterait la honte sur la famille. Ils disaient qu'Émilie et Luc voulaient simplement de l'aide. Ils m'ont traité d'égoïste, pour ne pas avoir partagé mon logement alors que j'avais de l'espace supplémentaire. Quelques membres de la famille, notamment ma tante Grace, m'ont soutenu, mais la majorité semblait croire que j'avais réagi de manière disproportionnée. Émilie a posté un message sur Facebook ce soir-là. Elle a déclaré qu'elle avait tenté de se tourner vers son frère pour obtenir de l'aide, mais qu'elle avait essuyé un refus. Elle y ajoutait qu'elle pensait que j'avais changé, mais qu'il était évident que j'étais toujours la même personne égoïste que j'avais toujours été. Elle précisait qu'elle et Luc rencontraient des difficultés, mais qu'ils faisaient de leur mieux. Ce message a suscité des dizaines de commentaires de soutien. Je n'ai pas répondu publiquement, mais j'ai envoyé un message privé à 3 de mes cousins, pour leur raconter l'histoire complète. Ils ont été sidérés, lorsque je les ai informés de l'effraction et du changement de serrure. Au cours des jours suivants, la nouvelle de ce qui s'était réellement passé a circulé dans la famille. Le récit a commencé à changer de perspective. Ma tante Grace a commenté la publication Facebook d'Émilie, lui demandant s'il était vrai qu'il s'était introduit dans mon appartement sans permission. Émilie a alors effacé toute sa publication. Après cela, mon cousin Oliver, avec qui je m'étais toujours bien entendu, m'a appelé pour me dire que de nombreux membres de la famille remettaient désormais en question la version des faits d'Émilie. J'ai reçu un appel d'un inspecteur le lundi suivant. Il m'a demandé si je souhaitais porter plainte pour effraction et violation de domicile. J'ai répondu que oui. Il a indiqué qu'il ferait un suivi auprès de mes parents, concernant leur engagement avec le serrurier. Je lui ai fourni les coordonnées de l'artisan, grâce à l'autocollant de l'entreprise présent sur l'ancien mécanisme de serrure que j'avais conservé. Voilà où en étaient les choses, jusqu'à hier. Cela faisait 4 semaines qu'Émilie et Luc avaient tenté d'emménager dans mon appartement. J'ai besoin de donner des nouvelles, car l'affaire a évolué d'une manière que je n'avais absolument pas prévue. Après avoir déposé la plainte à la police, et rencontré un inspecteur, tout est resté calme pendant près d'une semaine. Je n'ai eu aucune nouvelle de mes parents ni d'Émilie. Quelques proches ont appelé pour prendre de mes nouvelles, mais la majorité de la famille semblait attendre de voir ce qui allait se passer. L'inspecteur m'a rappelé 9 jours après notre première conversation. Il a déclaré qu'il avait interrogé mes parents, ainsi que le serrurier qu'ils avaient engagé. Le serrurier a reconnu que mon père l'avait contacté, en lui disant qu'il s'agissait d'une urgence, son fils était prétendument enfermé dehors, et avait besoin de rentrer dans son appartement au plus vite. Le serrurier a expliqué que mon père lui avait fourni l'adresse, et qu'il s'était présenté avec une pièce d'identité correspondant à mon nom de famille. Le serrurier pensait donc que tout était parfaitement légal. L'enquêteur a précisé que le serrurier ne ferait face à aucune accusation, car il avait été dupé. Cependant, mes parents avaient intentionnellement planifié une entrée illégale dans mon appartement, ce qui constituait une violation de domicile, et potentiellement une effraction. L'enquêteur m'a demandé une nouvelle fois si je souhaitais donner suite aux accusations. Je l'ai informé que j'avais besoin d'un peu de temps pour y réfléchir. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème, mais que je devais le tenir au courant dans la semaine ou les 2 semaines à venir. J'ai longuement débattu de ce que je devais faire, pendant plusieurs jours. Une part de moi voulait simplement passer à autre chose, et rayer définitivement mes parents et Émilie de ma vie. Une autre part de moi était enragée par ce qu'ils avaient fait, et voulait qu'ils en subissent les conséquences. Ma cousine Sophia m'a appelé au moment où j'essayais de prendre une décision. Elle m'a raconté qu'il y avait eu une violente dispute, à la résidence de mes parents, quelques jours auparavant. Le mari d'Émilie, Luc, aurait soi-disant parlé de chercher un nouvel appartement à louer pour lui et Émilie, mais cette dernière aurait refusé. Elle a déclaré qu'elle ne voulait pas payer de loyer, alors que mes parents avaient déjà une maison. Luc avait souligné qu'il ne pouvait pas rester chez ses parents indéfiniment, d'autant plus s'il souhaitait fonder une famille. Émilie avait répondu que c'était précisément la raison pour laquelle il devait rester chez ses parents, afin de faire des économies. Ma mère était de toute évidence d'accord avec Émilie, et avait affirmé qu'il pouvait rester aussi longtemps qu'il le jugeait nécessaire. Luc s'était alors énervé, et avait quitté la maison pendant plusieurs heures. Sophia m'a expliqué que toute la famille en parlait, car le mariage d'Émilie et de Luc semblait traverser une grave crise. Certains membres de la famille se sentaient mal pour Luc, car il travaillait à temps plein, contrairement à Émilie. D'autres se sentaient désolés pour Émilie, estimant que Luc était injuste, et qu'il voulait la forcer à quitter un cadre de vie gratuit. J'ai trouvé toute cette histoire fatigante à entendre.
J'ai dit à Sophia que je la remerciais de me tenir informé, mais que j'essayais de prendre mes distances avec tout ça. 3 jours après cet appel, un autre événement s'est produit. En rentrant du travail, j'ai découvert Émilie assise sur les marches, à l'extérieur de mon immeuble. Elle était seule. Lorsqu'elle m'a remarqué, elle s'est levée, et a dit qu'elle avait besoin de me parler. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle a affirmé vouloir s'excuser, et m'expliquer ce qui s'était réellement passé. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé par ses excuses. Elle s'est mise à pleurer, en disant qu'elle n'avait aucune idée de la gravité du fait de s'introduire par effraction dans mon appartement. Elle a ajouté qu'elle aspirait simplement à avoir plus d'espace, et qu'elle pensait que je comprendrais, une fois que je verrais à quel point ils en avaient besoin. Elle a déclaré que nos parents l'avaient persuadée que tout se passerait bien, et que je finirais par changer d'avis, une fois que je verrais qu'ils étaient sérieux. Je lui ai demandé pourquoi elle se sentait en droit d'occuper mon appartement, sous prétexte que j'avais une chambre d'amis. Elle a prétendu qu'elle n'essayait pas de s'arroger des droits. Elle m'a dit qu'elle s'était toujours sentie au second plan par rapport à moi pendant notre enfance, et qu'elle avait alors décidé qu'il y avait enfin quelque chose que je pouvais faire pour l'aider. Cette phrase m'a pris par surprise, et j'ai eu un petit rire étouffé. Je lui ai demandé si elle était sérieuse. Elle a répondu que oui. Elle m'a dit que j'avais toujours été la personne responsable, celle qui arrangeait les choses, et qu'elle avait toujours eu l'impression de vivre dans mon ombre. Je lui ai répondu que c'était la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Je lui ai rappelé qu'en grandissant, on lui avait tout servi sur un plateau d'argent, alors que moi, j'avais dû me battre pour la moindre petite chose. Je lui ai rappelé que nos parents avaient payé son école privée et son université, alors que j'avais fréquenté un collège communautaire, et travaillé de nuit. Je lui ai rappelé qu'elle vivait sans payer de loyer chez nos parents depuis 5 ans, alors que moi, j'avais dû vivre dans un camping-car pendant près d'1 an. Elle a répliqué que ce genre de choses était différent. Elle a soutenu que nos parents l'avaient aidée parce qu'elle en avait davantage besoin. Je lui ai demandé pourquoi elle en avait plus besoin que moi. Elle n'a eu aucune réponse à m'apporter. Je lui ai dit de partir. Elle a assuré qu'elle essayait sincèrement d'arranger les choses, et a demandé s'il y avait quoi que ce soit qu'elle puisse faire. Je lui ai suggéré de commencer par trouver un emploi, et de déménager de la maison de nos parents, plutôt que de s'attendre à ce que les autres résolvent ses problèmes. Cette remarque l'a mise en colère. Elle a dit que je n'avais pas le droit de juger ses choix de vie. Elle a ajouté que tout le monde n'avait pas envie de se tuer au travail, comme je le faisais. J'ai déclaré que je travaillais dur parce que personne d'autre n'allait s'occuper de moi. Elle a répondu que j'étais simplement amère, parce que j'avais traversé une période difficile pendant l'épidémie. Je l'ai exhortée à quitter ma propriété, avant que je ne contacte à nouveau la police. Elle est partie dans la foulée, ce soir-là. Ma mère m'a envoyé une série de SMS furieux. Elle a affirmé qu'Émilie était rentrée à la maison effondrée, après avoir tenté de s'excuser auprès de moi. Elle a dit que j'avais été dur et irrespectueux. Elle a prétendu qu'Émilie souffrait émotionnellement, et que j'avais empiré la situation. Elle a affirmé qu'un vrai frère se montrerait d'un grand soutien, plutôt que de ressasser les problèmes du passé avec Émilie. Je n'ai répondu à aucune de ces communications. Le lendemain matin, j'ai téléphoné à l'enquêteur, et je l'ai informé que je souhaitais donner suite aux poursuites. Il a déclaré qu'il transmettrait le dossier au bureau du procureur. Il m'a indiqué qu'il faudrait probablement attendre quelques semaines avant que quoi que ce soit d'officiel ne se produise, mais qu'il me tiendrait au courant. J'ai ressenti un profond soulagement après avoir pris ma décision. J'avais passé beaucoup trop de temps à laisser ma famille me traiter comme si c'était moi le problème. Il y a environ 1 semaine et demie, mon père m'a contacté. C'était la première fois que j'avais de ses nouvelles personnellement, depuis l'effraction. Il m'a demandé si on pouvait se retrouver pour prendre un café et discuter. Je lui ai répondu que tout ce qu'il avait à me dire pouvait être dit par téléphone. Il a expliqué qu'il souhaitait s'excuser en personne. Je l'ai informé que ces excuses ne m'intéressaient pas, à moins qu'elles ne s'accompagnent d'une véritable prise de responsabilité. Il m'a demandé ce que j'entendais par là. J'ai expliqué que lui et ma mère avaient passé toute ma vie à faire passer Émilie avant moi, et qu'au lieu de l'admettre, ils lui cherchaient maintenant des excuses. Il est resté silencieux pendant 1 minute. Ensuite, il a affirmé que j'exagérais la gravité de la situation. Il a soutenu qu'ils avaient toujours essayé d'être équitables envers nous deux. Je lui ai demandé s'il croyait sincèrement à ses propres paroles. J'ai fourni des exemples concrets, l'école privée, les vacances en Europe, les frais d'université payés, et 5 années de logement gratuit.
Il m'a expliqué que c'était simplement des moyens par lesquels ils avaient aidé Émilie, lorsqu'elle en avait besoin. Je lui ai alors demandé pourquoi, de mon côté, je n'avais jamais reçu d'aide lorsque j'en avais eu besoin. Il a répondu que j'avais toujours été plus autonome, et qu'il pensait que j'allais bien. Je lui ai demandé s'il avait déjà songé à me demander comment j'allais, au lieu de simplement le présumer. Il n'a pas répondu. Je l'ai informé que j'avais déjà rencontré un inspecteur, et que j'allais de l'avant avec les poursuites. Il m'a prévenu que je finirais par regretter cette décision. Je lui ai fait part de mes doutes à ce sujet, puis j'ai raccroché. Émilie a de nouveau publié sur Facebook, il y a quelques jours. Elle a rédigé un long texte expliquant comment les membres toxiques d'une famille essaieront toujours de vous tirer vers le bas, lorsque vous êtes en difficulté. Elle a déclaré que certaines personnes gardent rancune éternellement, et refusent de pardonner. Elle a ajouté qu'elle apprenait à fixer des limites, afin de se protéger de ceux qui n'encourageaient pas sa progression personnelle. Des personnes, qui ignoraient la véritable histoire, ont laissé plusieurs commentaires d'encouragement sur la page. Plusieurs de mes cousins ont réagi en lui demandant de quoi elle parlait. Elle ne leur a pas répondu. Ma tante Grace m'a envoyé une copie du message, en disant qu'Émilie faisait très certainement référence à moi. Je lui ai dit que je le savais, mais que cela m'était égal. J'ai reçu un appel hier, d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu, et c'était Luc. Il m'a confié qu'il avait besoin de me parler, sans qu'Émilie ne le sache. Il m'a demandé si nous pouvions nous retrouver quelque part. J'étais un peu réticent, mais j'ai fini par accepter. Nous nous sommes retrouvés dans un café, près de mon lieu de travail. Luc avait l'air épuisé. Il m'a dit qu'il avait beaucoup repensé à tout ce qui s'était passé, et qu'il souhaitait s'excuser pour son rôle dans cette histoire. Il a avoué qu'il avait accepté le plan d'Émilie et de mes parents, uniquement parce qu'ils mouraient d'envie de quitter leur maison. Il a admis qu'il n'avait pas vraiment pris la mesure de ce qu'ils étaient en train de faire, jusqu'à ce que la police n'arrive. Il a ajouté que sa relation avec Émilie s'était détériorée depuis cet incident. Elle refusait de parler de déménagement ou de trouver un emploi, passant le plus clair de son temps sur son téléphone, ou à regarder la télévision. Elle avait commencé à lui faire des reproches parce qu'il travaillait trop, et ne passait pas assez de temps avec elle. Il m'a avoué qu'il se sentait prisonnier. Je lui ai demandé pourquoi il ne partait pas, tout simplement. Il a répondu qu'il y avait pensé, mais qu'il aimait toujours Émilie, et espérait qu'elle changerait. Je l'ai informé que, d'après mon expérience, les gens ne changent que lorsque c'est une nécessité absolue. Émilie ne voyait aucun besoin de changer, tant que nos parents continueraient à encourager son comportement. Il m'a dit qu'il commençait à s'en rendre compte. Il m'a remercié de l'avoir rencontré, puis il est parti. Je ne suis pas sûr de ce que je dois penser de cette conversation. Une partie de moi avait de la peine pour Luc, car il semblait vraiment dépassé par les événements. Une autre partie de moi pensait qu'il avait pris ses propres décisions, et qu'il devait maintenant en assumer les conséquences. Dans tous les cas, je n'avais aucune responsabilité dans la résolution de cette situation. Le bureau du procureur m'a téléphoné hier après-midi. Ils ont annoncé qu'ils engageaient des poursuites contre mes parents, pour violation de domicile et complot en vue de commettre un cambriolage. Les charges retenues contre Émilie étaient encore en cours d'évaluation. Ils ont laissé entendre que je pourrais avoir à témoigner si l'affaire allait jusqu'au procès, mais qu'il était plus probable que mes parents acceptent un accord de plaider coupable. J'ai répondu que je comprenais, et que je les aiderais pour tout ce dont ils auraient besoin. Je n'ai pas encore informé la plupart de mes proches de ces accusations. Je suppose que mes parents mettront les gens au courant, une fois qu'ils auront été formellement inculpés. Je suis sûr qu'il y aura des critiques, et que certains penseront que je suis allé trop loin, mais j'ai passé ma vie entière à m'entendre dire d'accepter la façon dont les autres me traitaient. J'en ai fini avec ça. Ils se sont introduits chez moi, et ont tenté d'y installer quelqu'un, et ce, sans mon consentement. Il ne s'agit pas d'une simple querelle de famille. C'est un crime, et ils doivent en subir les sanctions. Les conséquences liées au fait d'avoir porté plainte ont été plus rudes que je ne l'imaginais. Il y a 4 semaines, mes parents ont été officiellement inculpés de violation de domicile et de complot. L'accusation leur a proposé un accord de plaider coupable, qui comprenait une mise à l'épreuve, des travaux d'intérêt général, ainsi que le remboursement des frais de serrurier et du coût du nouveau changement de serrure. Ils ont rejeté l'accord. Selon ma tante Grace, ma mère est convaincue que s'ils vont au procès, le jury se rendra compte qu'ils essayaient seulement d'aider leur fille, et prendra leur parti. De son côté, mon père croit de toute évidence que les charges seront purement et simplement abandonnées.
leur avocat ne doit pas leur donner de très bons conseils. Émilie a également été poursuivie, mais pour une infraction mineure, car elle n'avait pas été directement impliquée dans l'organisation de la venue du serrurier. On lui a proposé un accord comprenant une amende et une mise à l'épreuve. Elle l'a également refusé. Luc n'a pas été poursuivi, parce que l'accusation a conclu qu'il avait été contraint de coopérer, et qu'il avait montré des regrets sincères. La famille s'est divisée lorsque les accusations ont été rendues publiques. Environ la moitié de mes proches estiment que je suis allé trop loin en portant plainte. Ils ont déclaré que les affaires de famille devaient être réglées en privé, et que je déchirais la famille pour quelque chose qui aurait pu être résolu par une simple discussion. L'autre moitié pense que mes parents et Émilie ont causé ce problème de toutes pièces, et qu'ils doivent maintenant en assumer les conséquences. C'était Thanksgiving, la semaine dernière. Je n'ai assisté à aucune réunion de famille. Ma tante Grace a organisé un dîner et m'a invité, mais j'ai décliné, car de nombreux membres de ma famille, qui pensent que j'ai tort, étaient également présents. J'ai donc passé Thanksgiving seul dans mon appartement, à manger des plats à emporter d'un restaurant chinois. Luc m'a rappelé, il y a 3 semaines. Il m'a annoncé qu'il avait quitté la maison de mes parents, et qu'il résidait temporairement chez un ami. Il a précisé qu'il avait demandé à Émilie de se joindre à lui pour chercher un logement, mais qu'elle avait refusé. Elle l'avait prévenu que s'il partait, il l'abandonnerait au moment où elle avait le plus besoin de lui. Il est parti quand même. Il m'a expliqué qu'ils n'étaient pas encore légalement séparés, mais qu'ils prenaient leur distance. Il semblait ravi d'être sorti de cet endroit, tout en étant triste de voir son mariage s'effondrer. Émilie m'a contacté, quelques jours après le départ de Luc. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Sur l'enregistrement, sa voix était rauque et pleine de colère. Elle m'accusait d'avoir toujours été jaloux de sa relation, et de chercher à ruiner sa vie. Elle affirmait que le départ de Luc était de ma faute, parce que j'avais planté des idées dans son esprit lors de notre rencontre au café. Je l'ai effacé, et j'ai bloqué son numéro. Ma mère a commencé à me contacter depuis plusieurs numéros. Elle appelait depuis les téléphones de certains proches, ou avec des numéros étranges que je ne reconnaissais pas. Lorsque je répondais, elle commençait à parler à toute vitesse, avant même que je ne puisse raccrocher. Elle disait que je détruisais leur vie. Elle m'a averti que si les accusations étaient rendues publiques, l'entreprise de mon père en pâtirait lourdement. Elle a ajouté qu'Émilie était dépressive, et sortait rarement de sa chambre. Elle m'a dit que je n'avais aucune idée de ce que j'avais fait à la famille. Je lui ai assuré que je savais très exactement ce que j'avais fait, j'avais érigé une barrière, et je la faisais respecter. J'ai rétorqué qu'ils auraient pu éviter tout cela, s'ils avaient simplement respecté ma demande de ne pas entrer dans mon appartement. Elle m'a accusé d'être vindicatif. J'ai raccroché, et j'ai bloqué leur numéro, eux aussi. Mon cousin Oliver m'a appelé, il y a environ 4 semaines. Il m'a confié qu'il y avait des choses que je devais savoir. Il a expliqué qu'il discutait avec notre tante Claire, la sœur aînée de ma mère, et qu'elle lui avait raconté un événement survenu il y a des années, lorsque j'étais encore au lycée. Apparemment, le favoritisme envers Émilie avait déclenché un débat familial particulièrement houleux. Plusieurs proches avaient interrogé mes parents à ce sujet, lors d'une fête de famille. Ils avaient souligné le fait que j'étais traité injustement, ce qui risquait d'avoir des conséquences à long terme. Mes parents s'étaient alors mis sur la défensive. À la suite de cette réunion, mes parents n'avaient que très peu communiqué avec la majorité de la famille élargie. Cela explique pourquoi, lorsque j'étais adolescent, nous ne voyions notre famille que lors des grandes fêtes. Oliver a ajouté que tante Claire s'était sentie coupable pendant des années de ne pas en avoir fait plus pour m'aider. Elle a avoué avoir envisagé de contacter les services de protection de l'enfance, mais elle avait eu peur de provoquer un schisme au sein de la famille. Je ne savais pas quoi dire lorsqu'Oliver m'a raconté tout cela. Une partie de moi aurait espéré que quelqu'un intervienne. Une autre partie comprenait pourquoi il ne l'avait pas fait. Il est toujours difficile de se mêler des problèmes familiaux des autres. La semaine dernière, la procureure m'a contacté pour me tenir informé. La date du procès de mes parents a été fixée en février. Le cas d'Émilie est toujours en cours. L'accusation a déclaré être confiante quant à l'obtention d'une condamnation, en s'appuyant sur les preuves rassemblées, à savoir, le témoignage du serrurier, le vieux mécanisme de la serrure, et les témoignages de toutes les personnes impliquées. Elle m'a demandé si j'étais toujours prêt à témoigner. J'ai répondu par l'affirmative. Ce même jour, j'ai reçu une lettre de ma mère.
Elle était écrite sur du papier à lettres à fleurs. Elle disait qu'elle avait beaucoup réfléchi, et reconnaissait avoir fait des erreurs en tant que parent. Elle a affirmé qu'elle ne voulait pas favoriser Émilie, et qu'elle essayait seulement de l'aider, parce qu'Émilie avait toujours été plus sensible et nécessitait davantage de soutien. Elle a ajouté qu'elle pensait que je m'en sortirais bien de mon côté, car j'avais toujours été quelqu'un de capable et d'indépendant. Elle s'est excusée de ne pas avoir assisté à ma remise de diplôme du lycée, et de ne pas m'avoir aidé lorsque j'avais besoin d'un endroit où vivre pendant l'épidémie. Elle a exprimé l'espoir que je lui pardonne, et que nous puissions aller de l'avant en tant que famille. À la fin de la lettre, elle me suppliait d'abandonner les poursuites. Elle affirmait qu'il n'avait pas les moyens de se payer un procès, et que le stress nuisait gravement à la santé de mon père. Elle a écrit qu'Émilie souffrait énormément depuis le départ de Luc, et qu'elle se retrouvait désormais seule chez eux, sans lui pour faire tampon. Elle a promis que si je retirais les accusations, ils entreprendraient tous une thérapie familiale, et s'efforceraient de restaurer nos liens. Elle a signé la lettre par « Avec amour, maman ». J'ai relu la lettre 3 fois. Ensuite, je l'ai mise de côté. Ce n'étaient pas de véritables excuses. C'était juste une ultime tentative pour me persuader de reculer. Elle n'avait pris aucune véritable responsabilité dans cette affaire. Elle s'était contentée de fournir d'autres excuses, et son désir de me voir retirer les plaintes à la fin prouvait qu'elle n'éprouvait aucun remords sincère. Elle cherchait uniquement à échapper aux sanctions. J'ai appelé la procureure le lendemain, et je l'ai informée que j'avais reçu cette lettre. Je lui ai demandé si le fait que ma mère communique avec moi était légal. Elle m'a répondu, techniquement, oui, car il n'y a aucune ordonnance d'éloignement en vigueur. Mais si vous vous sentez harcelé, vous pouvez en déposer une. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Elle a précisé que la préparation du procès commencerait en janvier, et qu'elle les contacterait après les fêtes. Luc m'a envoyé un texto, il y a quelques jours. Il a indiqué qu'il avait demandé le divorce. Il a dit qu'Émilie l'avait très mal pris, et qu'elle m'avait rendu responsable de la situation dans une série de lettres furieuses qu'elle lui a écrites. Il tenait à me remercier d'avoir été franc avec lui, au sujet de la façon dont la complaisance fonctionne. Il m'a assuré que notre discussion lui avait fait réaliser qu'il ne pouvait pas continuer d'attendre qu'Émilie change. Je lui ai dit que j'étais heureux qu'il fasse ce qu'il y a de mieux pour lui-même. Il a ajouté qu'il devrait très probablement témoigner au procès, puisqu'il avait été témoin de l'effraction. Je lui ai répondu que c'était une affaire entre lui et l'accusation. Hier, j'ai reçu un message d'une parente dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Elle m'a annoncé qu'Émilie avait créé une page GoFundMe, afin de récolter des fonds pour leurs frais de justice. La page affirmait qu'elle était injustement punie par un procureur agressif, qui ne comprenait rien aux dynamiques familiales. Elle y disait qu'elle et ses parents étaient les victimes d'un malentendu, qui avait été monté en épingle. La cagnotte demandait la somme de 15 000 €. Jusqu'à présent, elle a permis de récolter 300 €, dont la majorité provient de personnes ignorant toute la vérité. Ma cousine m'a demandé si j'étais au courant de l'existence de cette page. J'ai répondu que non, mais que cela ne me choquait pas pour autant. J'ai signalé la page GoFundMe pour présentation d'informations inexactes. Je ne suis pas sûr qu'ils la supprimeront, mais j'ai fourni des liens vers des articles de presse relatant les charges retenues, qui donnaient des informations exactes sur ce qui s'était passé. J'ai également transféré le lien à ma tante Grace, en lui demandant de partager la vérité avec quiconque serait intéressé à faire un don. Elle m'a promis de le faire. J'ai beaucoup réfléchi à la question de savoir si j'avais pris la bonne décision en portant plainte. Certains jours, je suis absolument convaincu d'avoir fait ce qu'il fallait. D'autres jours, je me demande si je n'aurais pas dû simplement passer à autre chose, et couper les ponts sans impliquer le système judiciaire. Mais ensuite, je me rappelle être entré dans mon appartement et les avoir trouvés là. Je me souviens de mon père organisant la venue de quelqu'un pour forcer la porte. L'image d'Émilie, assise sur mon lit en train de prendre des photos comme si elle avait déjà décidé que ma place lui appartenait, me revient en mémoire, et je sais alors que j'ai pris la bonne décision. Ils devaient comprendre que les actes ont des répercussions. Peut-être tireront-ils une leçon de ce processus, ou bien continueront-ils à se trouver des excuses, et à jouer les victimes. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème. Le procès a eu lieu il y a 3 semaines. J'écris cette dernière mise à jour, car de nombreux membres de la famille ont demandé ce qui s'était passé, et je suis las de raconter la même chose encore et encore. Ce sera la dernière fois que je m'exprimerai publiquement sur ce sujet. Le procès a duré 3 jours. J'ai témoigné le premier jour.
L'accusation m'a demandé d'expliquer ce qui s'était passé lorsque je suis rentré chez moi, et que j'ai vu ma famille dans mon appartement. J'ai raconté le déroulement des faits, et j'ai montré les images que j'avais prises de l'ancien mécanisme de la serrure, ainsi que les preuves qu'ils avaient laissées derrière eux. Je suis resté à la barre pendant près de 90 minutes. L'avocate de la défense a tenté de faire croire que j'avais réagi de manière excessive à un simple désaccord familial. Elle m'a demandé pourquoi j'avais appelé la police, au lieu de simplement leur demander de partir. J'ai répondu que je leur avais demandé de partir, mais qu'ils avaient catégoriquement refusé. Elle m'a demandé si je n'avais pas pensé que ma sœur avait un besoin urgent d'assistance. J'ai expliqué que le désespoir n'excusait en rien le fait de s'introduire par effraction au domicile de quelqu'un. Ma mère a sangloté tout au long de mon témoignage. Mon père est resté de marbre, le visage impassible. Émilie n'était pas présente au tribunal, puisque son cas était jugé séparément. La défense a également tenté de soutenir que mon père pensait sincèrement m'aider en faisant appel à un serrurier, car il soupçonnait que je m'étais enfermé dehors. Le serrurier a témoigné que mon père n'avait jamais mentionné que j'étais à l'intérieur de l'appartement, ni qu'une urgence nécessitait une entrée rapide. Cela a considérablement affaibli leur version des faits. Luc a témoigné le deuxième jour. Il a admis qu'Émilie et lui avaient prévu d'emménager dans mon appartement, sans mon consentement. Il a déclaré que mes parents leur avaient dit qu'une fois que j'aurais compris qu'ils étaient sérieux, je l'accepterais sans problème. Il a confié qu'il était mal à l'aise avec cet arrangement, mais qu'il l'avait accepté parce qu'il voulait absolument quitter la maison de mes parents. La défense a tenté de le dépeindre comme un témoin peu fiable, étant donné qu'il était en instance de divorce avec Émilie. Cependant, son témoignage corroborait tous les autres éléments du dossier. Le jury a délibéré pendant environ 5 heures. Ils ont jugé mes parents coupables sur les 2 chefs d'accusation. Le prononcé de la peine a été programmé pour 3 semaines plus tard. Ma mère a éclaté en sanglots à la lecture du verdict. Mon père a posé sa tête entre ses mains. Plusieurs proches, qui avaient assisté au procès, ont quitté la salle d'audience sur le champ. Je suis resté jusqu'à la toute fin. Le cas d'Émilie a été conclu indépendamment, par le biais d'un accord de plaidé coupable, la semaine suivant le procès de mes parents. Elle a accepté un marché qui comprenait une amende, 1 an de mise à l'épreuve, et 50 heures de travaux d'intérêt général. Elle n'a pas eu à purger de peine de prison. Selon Luc, elle a accepté l'accord parce que son avocate l'avait averti qu'elle perdrait si elle allait au procès, d'autant plus que mes parents venaient d'être condamnés. Mes parents ont connu leur sentence la semaine dernière. Ils ont tous deux été condamnés à 2 ans de mise à l'épreuve, 200 heures de travaux d'intérêt général, ainsi qu'à une ordonnance de restitution de 3 000 €, afin de rembourser les factures du serrurier, le remplacement des serrures, et les frais de justice. Ils ont également reçu l'ordre de n'établir aucun contact avec moi, à moins que je n'en prenne moi-même l'initiative. Lors de ses remarques finales, la juge a déclaré que les parents qui exploitent leur relation avec leurs enfants, pour franchir les limites et commettre des crimes, créent un dangereux précédent. Ma mère a sangloté pendant le prononcé de la peine, alors que la juge affirmait que mes parents avaient fait preuve de mauvais jugement et d'un manque de respect pour la loi. Mon père ne m'a pas jeté un seul regard. Cette affaire a eu des conséquences considérables sur la famille. Environ un tiers de mes proches ont complètement cessé de me parler. Ils estiment que j'ai ruiné la réputation de mes parents pour une broutille. Un autre tiers s'est montré d'un grand soutien, affirmant que mes parents devaient subir les conséquences de leur comportement. Le dernier tiers semble essayer de rester neutre, et évite de prendre parti. J'ai accepté le fait que certaines relations soient définitivement terminées. Et je m'en porte très bien. Le divorce de Luc et d'Émilie a été finalisé il y a 3 semaines. Ils n'avaient aucun bien à partager, puisqu'ils vivaient chez mes parents et n'avaient rien économisé. Luc a déménagé dans une autre ville, pour poursuivre une nouvelle carrière. Avant de partir, il m'a envoyé un texto pour me remercier d'avoir été honnête avec lui sur toute cette affaire. Je lui ai souhaité bonne chance. Émilie vit toujours avec mes parents. Selon ma tante Grace, elle n'a pas trouvé de travail, et passe le plus clair de son temps dans sa chambre. Mes parents semblent avoir beaucoup de mal à payer la restitution, en plus de leurs propres frais de justice. Mon père a perdu 2 clients importants, car il ne voulait pas être associé à quelqu'un qui avait été reconnu coupable d'un crime. Ma mère a cessé de se rendre à l'église, car elle ne veut pas affronter les autres fidèles qui sont au courant de ce qui s'est passé. Je n'ai parlé à aucun d'eux depuis leur condamnation. Et je n'en ai pas la moindre intention. L'ordonnance de non-contact me facilite grandement la tâche, puisqu'ils ne peuvent pas me joindre, même s'ils le voulaient.
J'ai de toute façon bloqué leur numéro de téléphone et leur profil sur les réseaux sociaux. J'ai instamment demandé au reste de la famille de ne pas me transmettre de messages de leur part. La plupart des gens ont respecté cette demande. Le week-end dernier, j'ai organisé un petit dîner chez moi, pour les membres de la famille qui m'ont soutenu tout au long de ce processus. Ma tante Grace, mes cousins Oliver et Sophia, ainsi que quelques autres personnes, se sont joints à nous. Cela m'a fait du bien de passer du temps avec des gens qui me traitent comme un véritable membre de leur famille. Nous n'avons pas parlé du procès, ni de mes parents. Nous avons simplement dîné, joué aux cartes, et agi normalement. Quelqu'un m'a demandé si je regrettais d'avoir porté plainte. J'ai répondu que non. J'ai exprimé ma tristesse quant au fait que tout cela ait dû se produire, mais je ne regrette pas de les avoir tenus responsables de leurs actes. Ils ont choisi de s'introduire dans mon appartement par effraction. Ils ont décidé de tenter d'y installer Emily, sans même m'en demander l'autorisation. Ils ont choisi de mentir au serrurier, et ont refusé de partir lorsque je leur en ai donné l'ordre. C'était là leur choix. Les répercussions ne sont que la conséquence directe de leur propre décision. Je ne suis pas sûr de ce que l'avenir réserve à mes parents et à Emily. Je n'y pense plus beaucoup, à vrai dire. J'ai un travail, un appartement, ainsi que des amis et des proches qui se soucient sincèrement de moi. C'est bien suffisant. Je ne suis absolument pas intéressé par une quelconque réconciliation, ni par le fait de recoller les morceaux avec des personnes qui ont constamment démontré qu'elles ne me respectaient pas. Certains pourraient dire que c'est dur, ou même cruel. Je pense que c'est simplement faire preuve de réalisme. Ceci sera mon tout dernier compte-rendu sur la question. Je clôt ce chapitre pour de bon, et j'avance dans ma vie. Merci à tous ceux qui m'ont apporté leur aide et leurs conseils. Cela m'a été bien plus utile que vous ne l'imaginez.